Merci de nous suivre dans cette ref spéciale pour la présidence française de l'Union européenne qui, vous le savez, a commencé le 1er janvier, qui se termine fin juin. Et cette présidence française de l'Union européenne, et bien sûr, part sur une base. De nombreux experts ont préparé cette présidence pour marquer son efficacité. Et deux d'entre eux vont notamment vous présenter ces ambitions françaises. Sandrine Gaudin, qui est secrétaire générale des affaires européennes, et Thierry Chopin, qui préside le comité de réflexion pour la PFUE et qui publie avec son comité ce rapport Une Europe pour aujourd'hui et pour demain. Bonsoir à vous deux, merci d'être avec nous en direct au MEDEF, avec, je ne sais pas si on ne la voit pas très bien derrière moi, mais il y a une tour Eiffel bleue, j'allais dire, aux couleurs de l'Europe, qui est parfaitement de bon augure. Thierry Chopin, je parlais de ce rapport qui est publié aujourd'hui, et ensuite on verra avec Madame Gaudin peut-être comment est-ce qu'il pourrait être articulé par la suite. Ça s'appelle donc, les points principaux, c'est relance, puissance, appartenance. Pourquoi ces trois points-là ? Bonsoir d'abord. Alors ces trois mots ont d'abord été présentés en Conseil des ministres par le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, et évidemment notre comité de réflexion et de proposition a placé ces pas dans le cadre de ce triptyque, en y ajoutant évidemment un certain nombre de choses sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. Pourquoi ces trois grandes notions? D'abord parce que sans doute l'un des principaux enjeux de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne est de réussir la reprise économique, sans oublier la dimension sociale de cette crise, après 2 ans de crise sanitaire. Par ailleurs, sur le volet puissance, parce qu'il s'agit d'approfondir la souveraineté européenne en matière à la fois de sécurité collective, mais aussi en matière de souveraineté technologique. Et puis l'appartenance, parce que il est apparu que les enjeux relatifs à l'identité européenne, au modèle de société européen, dans lequel les Européens et les Français souhaitent vivre, compte tenu de leurs préférences collectives. On peut penser à leur attachement à la lutte contre le changement climatique, pour donner un seul exemple, étaient des enjeux très, très importants. Et donc cette PFUE doit, même dans un laps de temps relativement court, voire très court, effectivement, comme vous l'avez rappelé, tenter d'obtenir des résultats positifs sur des enjeux qui sont concrets et qui font écho aux attentes, voire aux interrogations et aux craintes des Français et des Européens. Donc vous êtes secrétaire général aux affaires européennes. Quand vous entendez Monsieur Chopin justement présenter ce rapport et dire que le but du jeu dans un temps très court, c'est de réussir la reprise économique, il y a ça, mais il y a aussi plein d'autres choses. Et encore une fois, dans j'allais dire, ce laps de temps extrêmement court. Tout à fait. Bonsoir à tous et toutes. Merci de votre invitation. Oui, 6 mois, c'est très court, mais si je le dirais, c'est la règle du jeu. Et nous prenons cette présidence, par définition, à un moment particulier. D'abord particulier dans le cycle institutionnel des 5 ans. Les institutions ont été mises en place après les élections européennes de 2019 et donc nous travaillons en fait sur un agenda stratégique qui a été fixé par les institutions, y compris avec les États membres, avec nous, pour les 5 ans. Et donc nous sommes au milieu de ce cycle institutionnel et donc nous avons sur la table un très grand nombre de législations à piloter, à gérer et à faire progresser vers la voie d'un accord et aussi vers la voie d'un accord avec le Parlement autant que possible. Nous avons actuellement près de 250 textes en discussion. Et évidemment, nous prenons cette présidence à un moment aussi où, après la crise sanitaire, après la crise économique qui s'en est suivie, nous avons, je dirais, encore plus de défis que ceux que nous avions déjà identifiés il y a 2 ans et demi, lorsque nous avons commencé ce travail de préparation, puisque au-delà, et en plus, je dirais, du défi climatique, du défi géopolitique, du défi migratoire, du défi lié à la consolidation de l'Europe comme acteur global, nous y avons ajouté une plus grande coopération et une mutualisation de nos efforts dans le domaine de la santé, ce qui est un nouvel axe de travail pour les Européens depuis 2 ans, et bien sûr un enjeu de relance et de consolidation de ce que nous avons mis en place
en matière de relance, puisque les plans de relance que nous sommes en train de mettre en œuvre sont évidemment destinés à soutenir et à consolider les économies fortement chahutées par la crise, mais aussi ils ont vocation à accompagner les efforts des États membres dans la transition écologique, climatique et numérique. Donc, nous n'avons pas choisi ce moment, si je puis dire. Nous avons cette présidence tournante tous les 13 ans environ, et donc nous prenons l'actualité et le contexte, de même que d'ailleurs le contexte géopolitique dans lequel nous allons vivre ces 6 mois, et qui aura aussi beaucoup d'importance par rapport à la conduite et le pilotage des travaux au Conseil sur les questions liées aux relations extérieures. Et donc, nous avons effectivement à gérer un très grand nombre de choses dans un temps très limité, en nous assurant évidemment de la bonne coopération des États membres, de la Commission, du Parlement, mais aussi avec le soutien de la société civile et de toutes les parties prenantes, je dirais. Et je voulais saluer le travail de Thierry Chopin, qui a beaucoup travaillé pour nous nourrir en idées et en propositions, parce qu'évidemment, nous n'avons pas attendu son rapport aujourd'hui pour avoir des échanges avec lui et pour être à l'écoute. Alors justement, dans votre rapport, il y a énormément de choses. Il y a une 300aine de pages, Thierry Chopin. J'ai pris quelques notes. J'ai vu que, par exemple, vous faites référence, et comme l'a fait Madame Gaudin, évidemment, à la pandémie, vous faites référence à la pandémie de Covid, comme quoi elle ne va surtout pas laisser de traces durables sur le tissu productif et social. Vous estimez nécessaire un effort budgétaire additionnel sur les dépenses d'investissement, comme quoi elles doivent avoir un fort effet multiplicateur. Il est beaucoup question de la dépense, en fait, dans l'Union européenne. Est-ce que c'est quelque chose qu'on scrute vraiment, j'allais dire, d'un œil très vif? En tout cas, il est clair que dans le cadre de cette crise sanitaire, l'un des enjeux en fait importants, c'est que la reprise en fait doit être soutenue pour tenter de retrouver en fait dès cette année, dès 2022, en fait le sentier de croissance en fait d'avant crise. Et donc, effectivement, on fait beaucoup de propositions dans ce rapport que vous venez de mentionner, et notamment en termes d'investissement dans un certain nombre de domaines, de secteurs, numérisation, mais aussi croissance verte. Il est clair qu'un tel programme implique en fait des interrogations en matière budgétaire, et le rapport contient à cet égard d'ailleurs des réflexions et des propositions en fait pour repenser l'union budgétaire au niveau européen, mieux financer l'union, mais également fixer en fait pour l'avenir des objectifs en fait d'endettement qui soient soutenables en fait, et des objectifs de réduction de dette par pays qui soient réalistes. Tout en étant soucieux en fait de ne pas briser la dynamique en fait de reprise. Je crois que ce sont les termes en fait d'une équation qui est difficile à résoudre, mais qui sera au cœur des réflexions européennes de ces prochaines semaines et de ces prochains mois dans le contexte de crise sanitaire qui malheureusement n'est pas encore derrière nous. Sandrine Gaudin, je reprends j'allais dire, cette image de sentier de croissance d'avant-crise. Effectivement, et on en a parlé, vous et moi, en 2020, on a suspendu les règles à cause de la crise sanitaire. Et la question, c'est, ce qui d'ailleurs a permis le quoi qu'il en coûte, la question c'est, est-ce qu'on revient à la situation normale, et surtout, est-ce qu'on peut revenir à la situation normale? Alors effectivement, en 2020, nous avons suspendu 2 types de règles extrêmement importantes et qui structuraient précédemment nos politiques économiques, à savoir les règles budgétaires du pacte de stabilité et de croissance et les règles relatives aux encadrements en matière d'aide d'État, de façon à permettre un soutien massif et le plus efficace possible, le plus rapide possible, en réaction à la crise par chacun des États membres, ce qui a été fait dans tous les États membres de façon effectivement rapide et massive. Et par ailleurs, s'est ajouté l'effort qui a été fait au niveau européen via le plan de relance historique, par son ampleur, par son montant, je dirais par son ambition, puisque
le président du MEDEF en a parlé dans son introduction, c'est effectivement quelque chose une décision historique du mois de juillet 2020, puisque c'est près de 800 milliards d'euros qui ont été validés pour être injectés dans les économies à court terme et à moyen terme sur les 7 prochaines années. Donc, le retour, évidemment, au sentier de croissance avant crise est l'objectif de ces plans de relance nationaux qui déclinent ce plan de relance européen. Mais ces plans de relance nationaux ont aussi pour vocation à traiter un certain nombre de défis liés aux transitions, comme je le disais tout à l'heure. Ce qui veut dire que nous nous trouvons, alors je l'espère, près de la période que l'on pourra qualifier de sortie de crise, je l'espère très prochainement, mais en tout cas dans une période où il va falloir s'interroger sur ce que nous faisons en sortie de crise et de quelles règles a-t-on besoin pour prévoir et préparer non seulement la sortie de crise, mais le retour, si je puis dire, à la normale. Nous sommes en suspension des règles, notamment budgétaires, jusqu'à la fin de l'année 2022. Nous attendons des propositions de la Commission de ce point de vue-là pour le milieu du second semestre, du second trimestre, pour le mois de mai-juin. C'est un sujet qui commencera à être, je dirais, traité pendant la présidence française, mais qui ne sera pas évidemment finalisé pendant la présidence française. Il faudra plusieurs mois pour parvenir à un accord sur ces questions qui sont toujours très, très sensibles. Et ces propositions, pardonnez-moi, ces propositions de la Commission, sans les attendre, vous en avez déjà une petite idée? Alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, on n'a pas une idée précise de ce que va proposer la Commission, parce que la Commission est en train de consulter les États membres sur les besoins que nous avons à traiter dans le futur cadre budgétaire à l'avenir. Mais ce que nous allons faire de façon plus proactive pendant la présidence, via les travaux au Conseil des ministres de l'économie et des finances et via notamment une discussion au niveau des chefs d'État et de gouvernement le 10 et 11 mars, nous allons surtout préparer le débat, parce que je crois que c'est un débat qui se prépare de façon assez consciencieuse en fait. L'idée, c'est de savoir de quel besoin parle-t-on, de quel besoin d'investissement parle-t-on, et ce besoin d'investissement, est-ce que nous sommes tous d'accord à 27 pour dire qu'il doit être dirigé vers tel type d'investissement lié à la transition écologique ou énergétique ou tel autre besoin pour les années futures, de façon à ce que l'Europe puisse se projeter, je dirais, vers une Europe 2030-2040 comme étant, je dirais, le continent où les investissements ont été bien orientés, les efforts et les politiques économiques aussi bien orientés vers les bons choix au profit évidemment de la prospérité économique, du retour à la croissance et pour le bien-être de tous les citoyens. Donc on va partir d'un débat et susciter ce débat sur les besoins d'investissement. Parce que je crois qu'avant de savoir s'il faut fixer tel ou tel critère à X ou Y%, il faut se demander à quoi sert la dépense publique et comment bien l'orienter. Il est clair que le sujet de l'endettement sera un sujet de préoccupation majeure dans les prochaines années. L'endettement des États, l'endettement de l'Union aussi à son niveau. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'il faudra prendre en compte dans ce futur cadre budgétaire. Donc, notre rôle pendant la présidence, c'est de préparer ce débat du mieux possible, le plus objectivement possible, en essayant de favoriser un consensus sur les besoins d'investissement, sur l'Europe finalement que l'on veut construire pour les 10 ou 20 prochaines années, de façon à ce que lorsque les propositions de la Commission sur la table, qui seront posées sur la table, qui concerneront la manière de réduire sans doute l'endettement, la manière de mieux gérer nos questions de déficit qui relèvent d'une gestion commune, puisque nous partageons la même monnaie pour 19 États membres d'entre nous, de façon à ce que ces débats soient, je dirais, le plus serein possible. Oui, ce sera possible parce qu'encore une fois, il y a peu de temps. Et puis surtout, ce que vous dites, par exemple sur l'endettement, peut-être qu'il y a différentes façons d'appréhender, en tout cas de voir les choses, de régler cet endettement à court, à moyen, à très long ou à long terme. C'est-à-dire qu'il y a différentes façons de voir, de mettre le curseur.
Tout à fait. Actuellement, nous avons des mécanismes qui sont prévus et par le traité et par des textes de droit dérivé, hein, qui plafonnent la limite de l'endettement à 60% du PIB, avec des mécanismes qui prévoient, je dirais, un monitoring assez serré de la façon dont les États membres gèrent la décrue de leur dette. Ce sont des mécanismes qui, pour être tout à fait honnête, ont été appliqués de façon assez imparfaite et pour lesquels, justement, on doit aujourd'hui les réinterroger et s'interroger justement sur leur pertinence pour appréhender aujourd'hui la situation qui est celle d'un niveau de dette généralisé qui est bien plus élevé qu'avant crise par définition. Là-dessus, justement, Thierry Chopin, quand vous disiez repenser l'union budgétaire au niveau européen, il y a évidemment la question de la dette qui est dans ce paragraphe-là. Oui, bien sûr, la question de la dette, Sandrine Godin a entièrement raison, va être centrale dans les années qui viennent. Il y a plusieurs éléments en fait que l'on avance dans le rapport à cet égard. D'abord, peut-être la création de nouvelles formes de taxation. On a par exemple, pour donner un seul exemple, poussé l'idée en fait d'une taxe carbone sur les transactions en fait en cryptoactifs, dont l'impact en fait environnemental, on le sait, est très préoccupant. De la même manière, l'un des éléments en fait de notre rapport, d'ailleurs ça irrigue, je dirais, l'ensemble des propositions économiques qui sont avancées, consiste en fait à proposer un modèle de capitalisme européen responsable. Et ce qu'on essaye de dire en fait, c'est d'essayer de recentrer en fait ce débat sur la qualité en fait de la relance, de cette relance économique, et de s'assurer effectivement à très long terme d'une dette qui soit soutenable. Et donc on propose en fait à cet égard de se doter en fait d'outils d'évaluation économique, d'impact, afin de maximiser la valeur sociale, environnementale et économique de la relance. Donc il nous semble en fait qu'il est nécessaire de créer en fait une gouvernance de suivi en fait de ce plan de relance, une gouvernance innovante, de tenir un registre en fait de ces impacts dans une comptabilité qui soit extra-financière en fait des États, pour donner quelques pistes simplement et même de manière rapide des éléments contenus dans ce rapport à ce sujet. Il y a une autre chose dans votre rapport, et j'aurais aimé avoir la réaction de Madame Godin aussi là-dessus. C'est aussi, j'allais dire, c'est plus politique que économique. L'image est assez forte. Vous parlez de nécessité du couple franco-allemand, comme si on l'avait un peu oublié ces derniers temps. Pourquoi est-ce que vous abordez ce sujet-là en particulier ? Pardon, vous me posez la question à moi ou à Sandrine Godin ? À vous, Monsieur Chopin, puisque c'est dans votre rapport. Oui, pourquoi est-ce qu'on aborde en fait la question du couple franco-allemand ? Quelle est l'importance du couple franco-allemand dans l'Union européenne, et en l'occurrence dans cette présidence française qui commence ? D'abord, évidemment, on a consacré des développements spécifiques aux franco-allemands parce que nos travaux se sont inscrits dans un contexte très particulier qui était celui des élections allemandes, avec une incertitude sur ce qu'allait être en fait la coalition, la nouvelle coalition au pouvoir à Berlin. Et évidemment, la question du franco-allemand se pose d'abord toujours pour des raisons objectives de poids démographique, 30% de la population de l'Union européenne, de poids économique, la moitié du PIB de la zone euro. Donc, pour des raisons objectives, évidemment, ce couple, ce moteur, comme on l'appelle en fait de l'autre côté du Rhin, est absolument indispensable. Également et traditionnellement, parce que souvent les compromis ou les consensus obtenus au niveau européen se font sur la base de positions qui sont au départ parfois éloignées. Et si un compromis est obtenu entre les deux pays, il y a des chances en fait que ça puisse favoriser la fabrication d'un consensus en fait avec nos autres partenaires. Donc à tous ces égards en fait le franco-allemand est important. Il est d'autant plus important, on le sait depuis la mise en place de la nouvelle coalition à Berlin, que ce gouvernement est très allant sur les questions européennes. Quand on regarde l'accord de coalition qui a été rendu public il y a quelques semaines, il est très engagé sur les sujets européens. Il va très loin, sans doute peut-être d'ailleurs plus loin que certaines ambitions françaises. C'est intéressant que Sandrine Godin nous en dise quelques mots. Elle va justement réagir à ce que vous venez de dire. Si. Alors, Madame Godin, justement, l'importance du couple franco-allemand, c'est vrai que ce que je disais, c'est qu'on l'avait
pas perdu de vue, mais c'est vrai qu'il y a une transition en ce moment politique en Allemagne, et forcément, ce couple n'est plus aussi prégnant qu'avant par le passé. Je pense qu'il reste absolument indispensable et au quotidien, notre souci permanent est de nous assurer qu'à Berlin, nous sommes également sur la même ligne qu'à Paris réciproquement. Donc je pense que c'est un réflexe qui est devenu assez naturel depuis pas mal d'années. Ceci étant, ce couple est absolument nécessaire au fonctionnement de l'Union européenne, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'énormes, je dirais, divergences entre les deux grandes économies de la zone euro. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut quand même agréger, notamment au Conseil, où c'est une table autour de laquelle chacun des États membres a son poids, a sa voix prépondérante, notamment et même dans un système de majorité qualifiée. Je dirais, il faut agréger d'autres soutiens. Donc, le soutien de l'Allemagne ne suffit pas. Et donc, il est absolument nécessaire d'avoir aussi, d'entretenir les meilleures relations possibles avec tous les partenaires de l'Union, en fait. Et je ne parle pas évidemment des sujets qui restent régis sous l'empire de l'unanimité. Et là, nécessairement, il nous faut l'accord de tous. Nécessaire mais pas suffisant, dirais-je, pour résumer, par rapport au couple franco-allemand, mais qui demeure fondamental. Et évidemment, la nouvelle équipe à Berlin, le nouvel accord de coalition est extrêmement prometteur dans pas mal de domaines. Pour l'instant, je ne vois pas de choses, je dirais, qui rentrent vraiment en contradiction avec notre propre ambition, notamment pour l'Europe. Au contraire, je vois plutôt des occasions de prolonger ou de démarrer des nouvelles coopérations, je dirais, pour faire progresser le projet européen. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de contradiction flagrante dans ce contrat de coalition qui est très prometteur, selon moi. Bon, c'est déjà une bonne chose. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir brossé le portrait de ces enjeux, des ambitions justement de la France pour cette présidence. Merci beaucoup d'avoir participé à cette REF de la présidence française de l'Union européenne. À nous de voir maintenant quels sont les enjeux et les ambitions pour les entreprises.